Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue. Aujourd'hui, moment solennel, moment d'émotion, puisque c'est la dernière vidéo sur les auxiliaires modaux. Voilà. J'ai d'ailleurs changé de lieu, hein, vous le voyez, nouveau décor. Vous avez été nombreux à me faire la blague et à me demander un tableau en fond d'écran. Eh bien, le voilà, vous voyez, je lis vos commentaires. Alors, aujourd'hui, on attaque du coup les dernières unités sur les modaux, les unités 32 et 33 qui portent sur must, mustn't, needn't et should. Là, le cours d'aujourd'hui va se diviser en deux parties, distinctes très clairement, puisque la première partie sera sur l'unité 32, on parlera dans un premier temps de must, mustn't et de needn't, et on terminera par parler de should, ce qui correspond à l'unité 33. Et voilà pour la présentation, c'est parti, on attaque avec la première unité, l'unité 32. Alors, must, on en a déjà parlé, notamment la semaine dernière, je pense, et on l'avait associé à, souvenez-vous, la fameuse ligne du temps renversée, l'échelle des probabilités. Must était utilisé pour exprimer une probabilité très très haute. Hein, ça doit forcément être vrai. Eh bien, must peut également, et c'est ce dont on va parler aujourd'hui, exprimer la modalité de nécessité et d'obligation. Comme en français d'ailleurs, hein, en français vous utilisez le même mot, vous utilisez devoir, et donc en français vous pouvez dire il doit faire ses devoirs, c'est de l'obligation, et l'exemple que je viens de vous donner, ou un autre, peu importe, mais si vous dites je pense qu'il doit être en train de pleuvoir, vous voyez, là c'est de la déduction logique. Donc c'est pareil en français, je ne pense pas que ça vous posera problème. Premier exemple, I must go, see you next time. Je dois partir, on se voit la fois prochaine. Vous voyez, ça exprime la nécessité. We must be very quiet or we'll wake up our parents. Hein, imaginons des gosses qui rentrent de soirée assez tard. Il faut vraiment qu'on soit silencieux, sinon on va réveiller les parents. We must, hein, c'est de l'obligation ou de la nécessité. Alors, mustn't, attention, donc mustn't c'est la contraction de must not, hein, c'est pareil. Maintenant, mustn't est beaucoup plus souvent rencontré que must not en deux mots. Et attention parce que ce n'est pas la négation de must, c'est-à-dire que ce n'est pas là où must exprime l'obligation, mustn't n'indique pas l'absence d'obligation. Mustn't indique carrément l'interdiction. Exemple, we mustn't smoke on the plane. Okay? Il est interdit de fumer dans l'avion. You mustn't tell anyone, it's a secret. Ah, faut surtout que tu racontes ce que je viens de te dire à personne, c'est un secret. Okay? Tu ne dois pas le raconter à quelqu'un. Il faut vraiment pas que tu le racontes. You mustn't. Okay? Interdiction. Needn't. Needn't, lui par contre, contrairement à mustn't, needn't va exprimer l'absence de nécessité, l'absence d'obligation. Il n'est pas nécessaire de le faire. Tu n'es pas obligé de le faire. Voilà ce que va exprimer needn't. Exemple. You needn't call her now. You can do it tomorrow. Tu n'as pas besoin de l'appeler maintenant. Ce n'est pas nécessaire de l'appeler maintenant. Tu n'es pas obligé de l'appeler maintenant. Tu peux le faire demain. Absence de nécessité. Alors, il y a deux autres façons, très courantes, d'exprimer l'absence de nécessité en anglais. Voilà le premier. You don't need to. Et donc, don't need to exprime la même chose que needn't. Okay? Ça a le même sens. C'est pour ça que je l'ai mis dans cette catégorie-ci. You don't need to buy groceries. The fridge is full. Là, tu n'as pas besoin d'aller faire les courses. Le frigo est déjà rempli. Dernière façon de l'exprimer, avec la négation de have to. Ça donne You don't have to tell me you love me. T'as pas besoin de me dire que tu m'aimes. T'es pas obligé de le dire. Ça va? Quand on vous dit ça, c'est sûrement un piège. Ok? Donc à mon avis, il faut quand même le dire. Voilà, méfiez-vous de ce genre de phrase. Alors, je m'attendais pas à ce que ce soit si gros. Alors, étape suivante, donc du coup, on va parler de la différence entre needn't have done et didn't need to do. C'est parti. Alors, ça me fait faire un peu de sport, c'est pas mal. Alors, on part de l'exemple, cette fois-ci.
I didn't need to kill her, she was already dead. Okay. Alors, imaginons un mafieux à qui on a donné une mission d'aller buter quelqu'un, et il revient de sa mission et il dit à son boss, « Hey boss, I didn't need to kill her, she was already dead. » J'ai pas eu besoin de la tuer, elle était déjà morte. Quand vous dites ça, quand vous dites « I didn't need to », en fait, ce que vous indiquez, c'est que vous n'avez pas fait l'action. J'ai pas eu besoin de la tuer. Okay. Donc on a une absence de nécessité, ça c'est pas nécessaire de la tuer, et en effet, on ne l'a pas fait. L'action n'a pas été faite. Je n'ai pas eu besoin de la tuer et je ne l'ai pas fait. Autre exemple, autre construction. Imaginons la même situation. Okay, on a un mafieux, un tueur à gages, peu importe, et on l'envoie buter quelqu'un. Et puis il rentre le soir chez lui et il dit à sa mère, « Mom, I needn't have killed her. Now I might go to prison. » Et donc il se confie à sa mère, parce que c'est un malade, hein, donc c'est sa seule confidente, et il lui dit, « Maman, j'aurais pas dû la tuer. J'aurais pas dû la tuer. Maintenant je pourrais peut-être aller en prison. » Souvenez-vous, might, indice de une certaine probabilité assez faible, donc il y a des chances en fait qu'il se fasse choper. Je n'aurais pas dû la tuer, maintenant il est possible que j'aille en prison. Dans ce cas-là, on est dans un tout autre registre, puisque dans ce cas-là, l'action a été faite et il y a un regret de l'avoir fait. Ok ? Donc, didn't need to, absence de nécessité et l'action n'a pas été faite. Needn't have, plus participe passé, dans ce cas-ci, needn't have killed. Eh bien, dans ce cas-là, l'action a été faite, mais on n'aurait pas dû la faire. Et donc, il y a une sorte de regret. Voilà pour l'unité 32. On avance déjà avec l'unité 33 et l'auxiliaire should. Alors, souvenez-vous, dans la vidéo précédente, je vous ai présenté cette superbe, disons-le, hein, il faut mettre les mots des fois, quand les choses sont fantastiques, cette superbe ligne des probabilités. Eh bien, je ne vous l'avais pas dit, je pense, mais j'avais laissé un petit espace entre must, may et could. Eh bien, cet espace, nous allons le remplir maintenant. La boucle est bouclée. Eh bien voilà, should peut être utilisé comme auxiliaire de probabilité. Lorsque c'est le cas, eh bien, on le situera entre could et must, c'est-à-dire que should va exprimer une probabilité assez haute, comme en français d'ailleurs. En français, vous allez le traduire par devrait. « Oh oui, il devrait faire beau demain, c'est ce que la météo a dit, il se plante pas trop souvent, voilà, il y a de fortes probabilités pour qu'il fasse beau demain. » C'est moins puissant que must, c'est la quasi-certitude, mais c'est quand même plus puissant que could ou may. Un exemple concret pour illustrer ceci. « Is that okay? Yes, don't worry, he should recover soon. » Est-ce que papa va bien? Oui, ne t'en fais pas, il devrait se remettre bientôt. Probabilité haute. Should, la suite. Je ne sais pas quoi mettre d'autre. Alors, autre modalité possible pour should, que vous connaissez aussi, c'est la même chose en français, donc should est habituellement un auxiliaire qui ne pose pas trop de problèmes. Should peut vous permettre d'exprimer de l'opinion ou du conseil. Par exemple, you should split up with her. She slept with Kevin. Tu devrais rompre avec elle, elle a couché avec Kevin, donc elle t'a trompé. Et en plus, avec quelqu'un qui s'appelle Kevin. C'était une blague. Hein. Si vous nous regardez et que vous vous appelez Kevin, voilà, c'est du second degré. Je m'appelle Amael, donc je pense que je peux me permettre des blagues sur les prénoms un peu chelous. Voilà, je m'en sors pas mal. Donc, opinion conseil pour should. Sachez également que should peut être utilisé de la même façon que ought to. Donc, ought to, que vous avez sans doute beaucoup moins souvent rencontré, peut-être jamais rencontré, peut-être vous le voyez pour la première fois aujourd'hui et c'est une découverte extraordinaire que vous faites, mais sachez que les deux veulent dire la même chose et donc vous devez simplement savoir que quand vous voyez ought to quelque part, vous savez que c'est la même chose que should. You ought to work harder. Tu devrais travailler plus.
Alors, on termine par le rappel, puisque j'en ai parlé de manière plus longue et plus détaillée dans la vidéo précédente, mais tous les auxiliaires peuvent être utilisés pour exprimer une modalité par rapport au passé, par rapport au présent ou par rapport au futur. Okay. Vous savez, les auxiliaires sont invariables, ce qui veut dire que c'est ce qui est autour des auxiliaires qu'on va modifier et qu'on va adapter pour permettre d'exprimer du passé, du présent ou du futur. 3 exemples concrets. She should have played tennis when he was young. Petite coquille ici, je m'excuse. Donc évidemment, il faudrait écrire she 2 fois ou bien he 2 fois. Enfin, c'est pas très grave. Elle pourrait d'ailleurs avoir changé de sexe entre-temps. Hein, c'est de plus en plus courant en plus, donc voilà, pourquoi pas. Bref. Donc vous le voyez, should ici exprime une sorte de conseil, mais c'est un conseil par rapport au passé. Un conseil par rapport au passé, c'est un regret. Et donc, pour ce faire, après votre auxiliaire, vous allez avoir have plus participe passé. C'est déjà ce qu'on a vu dans la vidéo précédente. Je vous invite d'ailleurs, si ceci vous paraît un peu obscur, à aller voir ou revoir la vidéo publiée la semaine dernière. C'était les unités 28, 29, 30, je pense. Le présent, en fait, le présent, ça va être should plus be plus votre infinitif en ing. Where is Brian? Well, he should be playing tennis. Où est Brian? Oh, il devrait être en train de jouer au tennis, là maintenant. Ok? Should, be et infinitif en ing. Et puis le futur, en fait, quand vous combinez should avec simplement un infinitif, qui est la règle générale, eh bien la plupart du temps, ça va exprimer en fait quelque chose au futur. Quand on dit à quelqu'un « You should play tennis, it would help you make new friends », tu devrais jouer au tennis, ça t'aiderait à te faire des nouveaux potes, mais ça porte sur quelque chose qui se déroulera peut-être dans le futur. C'est un conseil qu'on donne et que la personne pourrait mettre en œuvre dans le futur. You should play tennis in the future, soon. Ça va? Ceci, la construction, l'adaptation de la construction verbale après l'auxiliaire pour exprimer différents temps, c'est valable pour tous les auxiliaires. Okay, donc là, on en parle spécialement pour should parce qu'on est dans l'unité et que ça se met bien, mais vous pouvez le faire évidemment avec tous les auxiliaires. Voilà, c'est tout pour ces unités 32 et 33. On est débarrassé des auxiliaires de mode. C'est terminé, on démarre un tout nouveau chapitre la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. N'hésitez pas, comme d'habitude, à m'écrire un petit mot, à me laisser des petits commentaires, à me donner votre avis sur cette vidéo dans le lien qui est juste en dessous dans la description. C'est un peu bizarre pour un prof de se retrouver face à un écran sans élèves, sans vous voir sourire, sans vous voir dormir, bref, sans interaction avec vous. Et donc, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Je vous souhaite une bonne fin de journée, de week-end, de soirée, peu importe. Portez-vous bien et on se voit la semaine prochaine pour une nouvelle unité de grammaire. Salut, salut!